Entreprendre, c'est être seul, face à ses choix, ses doutes, ses difficultés, ses victoires aussi. Comment vaincre la solitude du dirigeant? Je suis Florent Lyonnais, expert en stratégie d'entreprise et challenger d'entrepreneurs. Dans le masque du patron, j'analyse des cas concrets et vous donne des solutions pour sortir de la solitude entrepreneuriale. Objectif, booster vos chances de réussite. Un jour, je reçois un appel d'un monsieur qui me dit « Bonjour Florent, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais par l'intermédiaire d'un de mes contacts qui m'a recommandé vos bons services. » Je lui réponds « Écoutez, voilà une très bonne nouvelle. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Cette personne a une société. Il est guide touristique haut de gamme, c'est-à-dire qu'il a des vannes de qualité, de marque, noires, vitres teintées, pleines toute option, et il a un catalogue de visites touristiques pour une clientèle étrangère principalement, américain, chinois, hispanique aussi. Il parle 3 langues. Il a lui-même sa carte de guide. Je sens dans son phrasé qu'il est plutôt brillant et c'est un conteur né, comme souvent les guides touristiques. Il a une quinzaine de guides qui travaillent pour lui, des guides indépendants, qu'il a réussi à fidéliser depuis des années. Cette société existe depuis 20-25 ans. Beau chiffre d'affaires, mais il arrive à un plafond de verre, encore une fois. Et puis, avec l'âge, il a en ligne de mire la retraite. Et qui dit retraite pour un patron dit « Qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise? Est-ce que mon entreprise meurt avec moi ?» Aujourd'hui, en France, 60 000 entreprises chaque année ferment, faute de repreneurs, s'éteignent. Quelque part, c'est dommage de jeter un peu aux orties tout ce qui a été fait pendant autant d'années. D'autant plus qu'il y a du savoir-faire. Il y a un socle fort de fidélisation. Activité extrêmement saisonnière. Il y a des pics d'activité au moment des vacances, en particulier l'été. Mais globalement, tout va bien. Dans son relationnel avec ses guides, tout va bien. Lui-même fait des visites, fait des excursions. Parfois, certains Américains arrivent à Paris, font les châteaux de la Loire, vont à Bordeaux pour faire la route des vins et finissent à Nice pour reprendre l'aéroport international de Nice pour rentrer chez eux. Donc, il les a pendant un paquet de temps. Il s'occupe de tout. Il a donc des accords avec des réceptifs, donc des hôtels, des restaurants haut de gamme. Bref, il connaît bien son métier, tout est bien rodé. Problème, ce monsieur aimerait développer encore un peu plus et valoriser les actifs de son entreprise. Il a conscience que le jour où il s'en va, tout repose beaucoup sur lui. C'est ce qu'on appelle de l'intuitu personné. Et un dirigeant entrepreneur individuel, quand tout repose sur lui, s'il n'a pas créé les bonnes conditions de cession de son entreprise, tout va mourir avec lui. Et son entreprise, elle vaut 0. C'est toujours dur à entendre, mais c'est la réalité. Autant ne pas se le cacher. Donc il m'interroge en me disant « Voilà, j'arrive pas à recruter Florent. » Alors il m'avoue, il me dit « C'est peut-être un peu à cause de moi. » D'accord. Alors l'avenir nous dira que c'est un peu à cause de lui. Mais il est tellement attachant. J'arrive à un plafond de verre en termes de chiffre d'affaires, mais j'ai pas le don d'ubiquité. Ah, pas faux. J'aimerais pouvoir développer de nouveaux marchés, proposer de nouvelles offres. Ah, d'accord. Mais j'ai pas le temps. Forcément, puisqu'il est tout seul. Très bien. On échange beaucoup, je le rappelle, je lui dis écoutez, je pense que je peux faire quelque chose pour vous, et je lui propose donc de l'accompagner. Je monte le voir à Paris. Il avait validé un accord de principe, l'accompagnement, qui commence par un audit organisationnel. Alors, un audit organisationnel d'une personne, on peut se dire, mais c'est complètement farfelu, là, vous avez survendu, Florent, votre mission. Non, parce que dans l'audit organisationnel, il n'y a pas que lui, il y a aussi des guides touristiques, il y a aussi des personnes qui ont fait partie de son organisation, mais qui ne font plus partie de son organisation, des gens qui ne sont pas restés. Moi, ça m'intéresse, ça, pour comprendre pourquoi ils ne sont pas restés. Donc finalement, il n'y a pas que lui qui est interviewé, pour essayer de bien comprendre. On étudie aussi sa façon de travailler, les outils informatiques, pour voir comment il pourrait optimiser un petit peu tout ça, au niveau des réservations. Tout ça est très codifié dans le monde des tours opérateurs. Il a des accords avec des tours opérateurs aux États-Unis et en Chine. Ces mêmes tours opérateurs prennent des contrats auprès de leur propre clientèle, et c'est donc eux qui passent commande à ce chef d'entreprise. Ce n'est pas le client directement qui réserve chez lui. Il y en a quelques-uns. Non, c'est des tours opérateurs étrangers qui sont ses clients. Donc finalement, il a quelques clients. Il a à choyer. C'est dangereux aussi. Parce que quand on voit
combien pèsent certains tour opérateurs dans son chiffre d'affaires, j'ai tout de suite mis le doigt dessus quand on a fait une étude analytique de son chiffre d'affaires. Donc entre la saisonnalité, entre le poids de certains tour opérateurs, il y avait quand même des warnings, des dangers là. Il y avait vraiment des choses qui clignotaient. On s'est donc posé, suite à l'audit, j'ai évoqué toutes mes craintes, il a vu que je comprenais plutôt bien son métier. J'avais benchmarké la concurrence, comme on dit, j'avais été voir la concurrence, j'avais lu beaucoup de choses sur les guides touristiques haut de gamme, voir un peu qui étaient ses concurrents, et puis ça m'a permis d'avoir une bonne compréhension de son secteur d'activité. Donc, les problèmes se situaient à quel niveau? En réalité, si on doit synthétiser, tous les problèmes se situaient à son niveau. En fait, il était au cœur de tous les problèmes. Puisqu'il n'était pas en capacité de savoir s'entourer, il ne pouvait pas croître en matière de chiffre d'affaires, il ne pouvait pas aller à des salons pour essayer de développer son offre de service, il ne pouvait pas avoir plus de business, c'est lui qui gérait aussi l'entretien de la flotte de véhicules. Bref, il était à la fois le dirigeant, l'homme à tout faire, le guide, bon bref, il n'avait absolument pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc la question s'est posée, est-ce que son vœu était un vœu pieux de vouloir progresser ou est-ce qu'il en avait vraiment envie? Il en avait vraiment envie. Donc, avant même de lui faire une proposition d'accompagnement beaucoup plus complet après l'audit organisationnel, je lui ai d'abord posé la question, est-ce que vous êtes prêt à changer? Et voilà comment la relation a démarré. Globalement, 3 problèmes majeurs. 1, le dirigeant ne savait pas s'entourer ou n'arrivait pas à s'entourer car au quotidien, il était très difficile de travailler avec lui. Résultat, des gens arrivaient, des gens repartaient et il repartait à zéro à chaque fois dans du recrutement. 2, comme il était tout seul, incapacité à pouvoir développer plus de business. 3, l'intégralité de ses guides indépendants étaient des guides de très bonne qualité, très loyaux, mais en revanche, il était pris en otage par ses guides en termes d'honoraires. Et comme il ne pouvait pas se passer de ses guides, et que c'est très compliqué d'en trouver d'autres et des loyaux et de qualité, qui parlent plusieurs langues, il était pris littéralement en otage. Ce dirigeant parlait calmement, très posément, ne s'énervait quasiment jamais. En revanche, il avait une très haute estime de lui-même et de l'entreprise qu'il avait créée. Avoir quelqu'un au quotidien qui ne faisait pas exactement comme lui faisait, mais à la virgule près, était inconcevable. Donc, soit on devait faire comme lui, soit ça ne pouvait pas marcher. Et j'ai assisté à des scènes ubuesques d'engueulades sur des détails. Mais ça a coûté à chaque fois la place de quelqu'un. Le point de départ de l'accompagnement a été d'établir un vrai business plan ambitieux. Business plan, je le répète, c'est du storytelling, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire du porteur de projet. D'où je viens, où je suis, où j'ai envie d'aller, quels sont les moyens que je vais mettre pour pouvoir y arriver. Ensuite, il y a des tableaux chiffrés qui représentent ce qu'on appelle un prévisionnel d'activité. Ce business plan, il est fait pour non seulement synthétiser un projet complet, mais permettre à quelqu'un à qui on va demander pourquoi pas des financements, de se projeter avec nous et d'y croire. Là, le business plan, il était remarquable. J'ai vraiment fait un très bon travail parce qu'il y avait une potentialité dans son secteur d'activité qui était une niche, qui était juste remarquable. Jusqu'au point d'envisager l'ouverture d'une filiale en Provence, là où nous avions nos bureaux à l'époque. Nous connaissions le monde du tourisme réceptif, nous connaissions tout l'écosystème régional au niveau tourisme, nous aurions pu facilement développer une filiale de son entreprise en région. Ce business plan, on l'a co-construit ensemble. Jamais je n'écris un business plan seul. Je ne détiens pas la vérité, donc je demande systématiquement aux dirigeants de me fournir des informations, des éléments chiffrés qui me permettent de pouvoir appréhender au mieux son business pour pouvoir lui proposer des pistes de plan d'action. Puisque dans le business plan, il y a ce fameux plan d'action à 3 ans, qu'on appelle souvent un plan à moyen terme, doublé d'un prévisionnel d'activité. Et là, on a les chiffres dans un tableau avec les recettes et les dépenses, pour voir si tout ça est équilibré. Là, le plan d'action était juste remarquable. On ouvrait sur des marchés américains un peu plus forts, on allait chercher de la clientèle
autres que chinoises, on allait en Inde. Bref, en Angleterre aussi, en Allemagne, ce n'était pas trop le cas jusque-là. On multipliait les partenariats avec des tours opérateurs donc à l'étranger. Et mécaniquement, ça permettait d'acheter ou de louer en location longue durée de nouveaux véhicules. La seule problématique que je maîtrisais moins, mais lui la maîtrisait, c'était l'embauche de nouveaux guides indépendants, puisque, toujours pareil, effet de saisonnalité, en pleine saison, tous les guides ont leurs clients, et donc pour avoir nouveaux véhicules, il faut de nouveaux guides et qui conduit le véhicule où il y a des nouveaux clients dedans. Mais financer tout ça était facile, il avait une bonne trésorerie, un fonds de roulement important, il était confiant dans sa capacité à pouvoir convaincre de nouveaux guides de nous rejoindre. Donc le business plan, il y a adhéré à 200%. Voilà. Et même mieux que ça, il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour venir avec moi à un rendez-vous avec ma banque pour solliciter les financements qu'on a demandés dans le business plan? J'ai dit, mais bien entendu. Donc on a été au bout du bout du bout. Mais là, quelque chose s'est passé. C'est là où on ne maîtrise pas toujours son environnement quand on est dans l'accompagnement d'un dirigeant. Je le connaissais très bien, ce dirigeant. Je pouvais même détecter les moments où je sentais qu'il n'était pas d'accord avec moi, juste de manière kinesthésique. Je voyais son comportement changer. C'est presque de la PNL, de la programmation neurolinguistique. On analyse les attitudes, les mouvements, le clignement d'œil. J'étais devenu bon à le décrypter. Mais il y a une chose que je n'avais jamais décryptée, c'était son environnement familial. Là encore, j'ai énormément appris de cette mission. Parce qu'en fait, c'est à la fin seulement que je me suis rendu compte que ce n'est pas lui qui me disait non. Lui était en train de me dire oui, et pourtant sa tête faisait non. C'était assez incroyable ces moments où les mots dédisent le corps. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, j'ai compris que je ne maîtrisais pas parfaitement l'environnement, mais on ne peut pas tout maîtriser. Et en fait, il a pris peur. Il a eu peur de ses ambitions. Je me suis même demandé à un moment si ce n'était pas moi qui avais des ambitions à la place de mon client. C'est très dur. Surtout que je suis le premier à dire à des dirigeants, arrêtez d'avoir de l'ambition pour des gens qui n'en ont pas. Pourquoi vous continuez, vous vous obstinez à vouloir que cette personne soit chef de service ou cadre? Elle n'en a pas envie. Eh bien, la question s'est posée pour ce dirigeant. Étant donné que tout était parfaitement aligné, le marché, la vision, les opportunités internationales, tout, il n'y a rien qui débordait. Tout sonnait juste. Quand il a fallu qu'il me dise non, j'ai senti qu'il était tellement mal à l'aise. Il s'est excusé. Il a présenté des excuses. Je lui ai dit, mais ne vous excusez pas. Il n'y a pas d'obligation. Vous avez le droit d'avoir peur. Maintenant, j'ai besoin, moi, de comprendre un peu mieux parce que j'aimerais ne pas réitérer cette situation. Je me suis beaucoup engagé émotionnellement à vos côtés. Bien sûr, le client a payé des honoraires pour les missions, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus travaillé que les honoraires qui m'ont été payés. J'y croyais à cette association parce que, au bout du bout, un jour, il me dit, et si nous nous associons? Et je lui ai répondu, très spontanément, je n'aurais pas osé vous le demander. Mais c'était une évidence pour moi. L'idée était de prendre une participation croisée entre mon entreprise, son entreprise, avec des plans de rémunération, de prise de capital au fur et à mesure pour justement préparer la transmission de son entreprise. Pas plus tard qu'encore l'année dernière, alors que cette mission s'est arrêtée il y a quasiment 4 ans. L'année dernière, j'ai encore rencontré ce dirigeant à Paris pour lui dire « Je ne vous ai pas oublié et moi je pense toujours qu'il y a quelque chose à faire avec votre entreprise et ça m'intéresse toujours. » Comme quoi, vous voyez à quel point ça a pu me marquer cette mission. Mais pour autant, il est toujours aussi frileux et je pense qu'il emportera son entreprise avec lui en s'arrêtant. Pour aller au bout des enseignements d'une telle mission et quelque part de la déception de ne pas avoir pu aller au bout de ce projet ambitieux, tant pour lui que pour moi, un des apprentissages majeurs. Il y a des jalons à valider tout au long du processus décisionnel lors d'un projet aussi ambitieux. Je pense que nous avons brûlé des étapes. Je pense que j'ai été, et ça ne m'étonne pas connaissant mon caractère, trop ambitieux, trop passionné. J'ai réussi à embarquer ce client dans ce projet parce que je lui parlais de lui, de son entreprise, mais qu'à la fin de l'histoire, il s'est peut-être rendu compte que ça devenait presque trop mon projet et pas le sien. Et si vous dépossédez un patron de son propre projet, mais qu'est-ce qui lui reste ? Si vous êtes un dirigeant dans cette situation, c'est-à-dire arrivé à une croisée des chemins avec une nécessité impérieuse
de changer votre modèle économique, une volonté même de le faire. Faites en sorte que ce projet, ça soit bien vous qui le portiez. Vous faire accompagner, oui. Vous faire déposséder, non. On dit souvent que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Dès le moment où des personnes bien intentionnées, voire bienveillantes, dont vous ne doutez pas, en arrivent à parler de manière encore plus passionnée que vous de votre projet, il est important de faire pause et de se questionner. Est-ce mon projet ou est-ce le projet de l'autre ? En répondant à cette question, vous éviterez l'écueil de vous lancer dans un projet de transformation qui n'est pas le vôtre. Chez les entrepreneurs très exigeants et très talentueux, le vrai reboot, ce n'est pas de viser plus grand. C'est d'accepter que l'excellence puisse aussi passer par d'autres que soi. Et parfois, ce moment n'est simplement pas encore venu. Ces conseils peuvent-ils être appliqués dans votre entreprise ? Je serais curieux de lire vos retours en commentaire. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le par des étoiles, des cœurs et en vous abonnant pour ne rien louper. Vous voulez aller plus loin ? Rejoignez le projet Reboot 30 jours d'accompagnement sur mesure pour vous amener là où vous le souhaitez. Toutes les infos sont dans la description. Le masque du patron revient dans 2 semaines. En attendant, n'attendez plus.